Dans une salle d'audience d'une petite ville française, où les murs lambrissés de chêne et les murmures feutrés évoquaient une tradition immuable, un officier de police blanc, Jacques Dubois, marchait d'un pas assuré, convaincu que son autorité ait été incontestable. Il avait repéré une femme noire, Amélie Ndiaye, assise parmi les bancs, vêtue d'une robe sobre, sans uniforme ni insigne visible. Pour lui, elle n'était qu'une intruse, une personne déplacée dans ce sanctuaire de l'ordre et de la justice. Sans hésiter, il s'approcha, son regard durci par un préjugé qu'il ne nommait pas, et lui ordonna de le suivre, saisissant son bras avec une brusquerie qui fit taire la salle. Mais Amélie, calme et digne, ne broncha pas. Dans un geste mesuré, elle sortit de sa veste un insigne étincelant, révélant qu'elle était la nouvelle shérif du comté, une vérité qui renversa l'équilibre de la salle et exposa les failles d'un système pétri de présomption. La salle d'audience, avec ses hauts plafonds ornés de moulures classiques et ses bancs de bois usés par des décennies de procès, semblait respirer une histoire figée. Les spectateurs, un mélange de citoyens curieux, d'avocats en costumes impeccables et de greffiers affairés, échangeaient des regards furtifs, murmurant à voix basse. « Qui est-elle » chuchota une vieille dame à son voisin, un retraité venu assister au procès d'un voisin pour une affaire de clôture disputée. « Elle n'a pas l'air d'être à sa place. » répondit-il, son ton trahissant une méfiance instinctive. Amélie, assise au troisième rang, les mains croisées sur ses genoux, semblait indifférente à ses jugements silencieux. Son visage, marqué par une sérénité presque palpable, contrastait avec l'agitation discrète autour d'elle. Elle observait le juge, Pierre Lefebvre, un homme d'âge mûr dont les lunettes rondes et la robe noire incarnaient l'autorité judiciaire. À ses côtés, la greffière, Claire Martin, tapait méthodiquement sur sa machine, ses doigts agiles capturant chaque mot prononcé dans la salle. Mais un autre regard pesait sur Amélie, celui de Camille et Dubois, une jeune journaliste assise au fond, carnet à la main, venue couvrir une affaire banale mais toujours à l'affût d'une histoire plus profonde. Camille, la sœur cadette de Jacques, fronça les sourcils en voyant son frère s'approcher d'Amélie. Elle connaissait son tempérament impulsif, mais quelque chose dans cette scène la mettait mal à l'aise. Jacques, vêtu de son uniforme bleu marine, avançait avec une assurance arrogante, ses bottes claquant sur le sol en linoléum. Il ne prit pas la peine de demander une pièce d'identité ou de vérifier qui elle était. Pour lui, l'équation était simple, une femme noire, sans uniforme, dans une salle d'audience, ne pouvait être qu'une intruse. « Vous devez venir avec moi » lança-t-il d'une voix basse mais tranchante, saisissant son coude comme s'il avait le droit de la déplacer à sa guise. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Les doigts de Claire s'immobilisèrent au-dessus de son clavier, le juge Pierre leva les yeux de ses dossiers, et les spectateurs retinrent leur souffle. Même les huissiers, postés près des portes, se figèrent, leurs mains hésitant près de leur ceinture. Amélie ne bougea pas. Son regard, calme mais perçant, rencontra celui de Jacques. Il y avait dans ses yeux une force tranquille, une assurance qui semblait défier l'arrogance de l'officier. « Monsieur, je vous suggère de me lâcher » dit-elle d'une voix posée, sans une once d'agressivité. Jacques, pris de court, resserra son emprise, croyant que son autorité suffirait à imposer le respect. « Vous n'avez rien à faire ici » rétorqua-t-il, sa voix montant d'un ton. Les murmures reprirent, plus audibles cette fois. « Est-ce qu'il a le droit de faire ça » chuchota une femme à une autre. « Pourquoi personne n'intervient » demanda un homme, sa voix teintée d'indignation. Camille, au fond, griffonnait frénétiquement, son instinct de journaliste flairant une histoire bien plus grande qu'un simple malentendu. Elle remarqua la posture d'Amélie, droite et inébranlable, et sentit que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Dans ce moment suspendu, la salle semblait rétrécir, comme si les murs de chêne eux-mêmes se rapprochaient, sous le poids de l'injustice qui se déroulait. Jacques, convaincu de sa légitimité, tira Amélie pour la forcer à se lever. Mais elle resta ancrée, son corps refusant de céder à la force brute. Ce n'était pas de la rébellion, mais une affirmation de dignité. Chaque spectateur, chaque huissier, chaque avocat ressentait la tension, comme si la salle entière était un miroir réfléchissant les failles d'un système qui trop souvent confondait apparence et vérité. Le juge Pierre, jusque-là silencieux, posa son stylo et ajusta ses lunettes. « Officier, expliquez-vous » dit-il, sa voix ferme mais teintée d'une légère hésitation, comme s'il pressentait que la situation échappait à son contrôle. Jacques, ignorant l'ordre, continua de fixer Amélie, son visage rougissant de frustration.
Il était habitué à ce que son uniforme inspire l'obéissance, mais cette femme, avec son calme déconcertant, défiait tout ce qu'il croyait savoir sur l'autorité. Camille, observant la scène, sentit une boule se former dans sa gorge. Elle connaissait les défauts de son frère, son penchant pour les jugements hâtifs, mais elle n'avait jamais vu cette facette de lui si crûment exposée. Elle se demanda si elle avait été complice, à sa manière, en fermant les yeux sur ses préjugés par le passé. Dans la salle, les murmures s'intensifiaient, brisant le silence sacré du tribunal. « Elle n'a pas l'air d'une criminelle », murmura un avocat à son collègue. « Pourquoi ne vérifie-t-il pas qui elle est ?» répondit l'autre, son ton mêlant incrédulité et indignation. Amélie, toujours immobile, glissa lentement sa main dans la poche intérieure de sa veste. Le geste était délibéré, presque théâtral dans sa précision. Elle en sortit un insigne en métal poli, en forme d'étoile, gravé des mots « Shérif du comté ». La lumière des lustres se refléta sur l'insigne, projetant des éclats ou qui semblaient danser sur les murs. Un hoquet collectif traversa la salle. Le juge Pierre écarquilla les yeux, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Claire, la greffière, laissa échapper un petit cri de surprise, ses mains couvrant sa bouche. Camille, au fond, cessa d'écrire, son stylo suspendu en l'air. Les spectateurs se penchèrent en avant, certains se levant à moitié de leur siège pour mieux voir. Jacques, lui, recula d'un pas, comme frappé par une force invisible. Son visage, jusqu'alors rouge de colère, pâlit soudainement, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa propre erreur. « Shérif Ndiaye », dit Amélie, sa voix claire et ferme, brisant le silence comme un coup de marteau sur le bois du juge. « Je suis ici pour observer la justice, pas pour la perturber. » Chaque mot résonnait comme une leçon, non pas criée, mais prononcée avec une autorité qui n'avait besoin ni d'uniforme ni de cris pour s'imposer. Les huissiers échangèrent dans des regards, leurs mains tombant mollement le long de leur corps. Le juge Pierre, reprenant ses esprits, frappa son marteau, bien que le son semblât faible face à la gravité du moment. « Officier Dubois, relâchez immédiatement cette femme, ordonna-t-il, sa voix tremblante d'une colère contenue. Jacques lâcha le bras d'Amélie, ses mains tremblantes, son regard fuyant celui de la femme qu'il avait tenté d'humilier. Camille, au fond, sentit d'une vague de honte l'envahir, non seulement pour son frère, mais pour l'ensemble du système qui avait permis à un tel acte de se produire sans intervention immédiate. Les spectateurs, jusqu'alors figés, commencèrent à murmurer avec une intensité croissante. « C'est la nouvelle shérif ?» demanda une femme, incrédule. « Comment a-t-il pu ne pas savoir ?» répondit un homme, son ton mêlant choc et admiration. Amélie, toujours debout, rangea son insigne avec la même dignité qu'elle avait montrée tout au long de l'épreuve. Elle tourna son regard vers le juge, puis vers Jacques, sans une trace de triomphe, mais avec une fermeté qui imposait le respect. La justice, messieurs, ne se mesure pas à l'uniforme, mais à l'intégrité. Dit-elle, ses mots résonnant dans la salle comme une sentence. Le juge Pierre, cherchant à reprendre le contrôle, frappa à nouveau son marteau. « Officier Dubois, vous devrez répondre de vos actes. Une enquête sera ouverte immédiatement. » Jacques, incapable de répondre, baissa la tête, son uniforme semblant soudain trop grand pour lui. Camille, au fond, griffonna une dernière note, une shérif noire, une leçon de justice. Elle savait que cette histoire ne s'arrêterait pas là, que ce moment marquerait un tournant, non seulement pour son frère, mais pour toute la communauté. Amélie, elle, se rassit, son calme et intact, comme si rien ne pouvait ébranler la force qu'elle portait en elle. La salle, encore sous le choc, semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si les murs de chêne eux-mêmes avaient été témoins d'une vérité trop longtemps ignorée. Ce n'était pas seulement une confrontation entre deux personnes, mais un défi lancé à tout un système, un appel à redéfinir ce que signifiait vraiment l'autorité. La salle d'audience, encore frémissante du choc de la révélation d'Amélie Ndiaye, semblait suspendue dans un silence électrique, comme si chaque respiration retenue portait le poids d'une vérité nouvellement exposée. Jacques Dubois, l'officier dont l'arrogance avait éclaté au grand jour, restait figé, son regard fixé sur le sol en linoléum, incapable de croiser les yeux de la nouvelle shérif ou du juge Pierre Lefebvre, dont le marteau reposait désormais immobile sur le bureau. Le murmure des spectateurs, d'abord timide, gagnait en intensité,
comme une vague prête à déferler. Amélie, toujours debout, son insigne rangé mais sa présence plus imposante que jamais, tourna lentement son regard vers Jacques. Elle ne parla pas immédiatement, laissant le silence peser sur lui, non pas comme une punition, mais comme une invitation à réfléchir. « Officier du bois, dit-elle enfin, sa voix claire et mesurée, l'autorité ne se gagne pas par la force, mais par la justice. Vous avez juré de protéger, pas de juger sans preuve. » Ces mots, prononcés sans colère mais avec une fermeté inébranlable, résonnèrent dans la salle, touchant chaque cœur, du greffier au spectateur le plus anonyme. Le juge Pierre, reprenant ses esprits, frappa son marteau avec une vigueur retrouvée. « Officier, vous êtes relevé de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Une enquête interne sera ouverte immédiatement. » Jacques, les épaules affaissées, hocha la tête, son visage marqué par un mélange de honte et d'incrédulité. Il quitta la salle sous les regards lourds des spectateurs, ses pas résonnant comme un écho de son erreur. Camille Dubois, la jeune journaliste et sœur de Jacques, sentit son cœur se serrer. Assise au fond, son carnet rempli de notes hâtives, elle observait la scène avec un mélange de chagrin et de détermination. Elle avait grandi dans l'ombre de son frère, admirant son uniforme, mais ce jour-là, elle voyait en lui un homme faillible, prisonnier de préjugés qu'elle n'avait jamais voulu reconnaître. Elle griffonna une phrase, « L'uniforme ne fait pas la justice. » Puis, levant les yeux vers Amélie, elle sut que cette histoire serait bien plus qu'un article de journal, ce serait un appel à l'éveil. Pendant ce temps, Claire Martin, la greffière, tapait frénétiquement, ses doigts capturant chaque mot d'Amélie comme si elle consignait une page d'histoire. À ses côtés, un jeune avocat, Étienne Moreau, observait la scène avec une admiration discrète. Étienne, connu pour son engagement dans les causes de justice sociale, avait entendu parler de la nomination d'Amélie, mais il ne s'attendait pas à la voir affronter une telle épreuve dès son premier jour. Il se pencha vers un collègue et murmura. « Elle va changer les choses. » Son collègue, un avocat plus âgé, hocha la tête, sceptique mais intrigué. La salle, encore sous le choc, semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si les murs de chêne, témoins de décennies de verdicts, avaient été ébranlés par la dignité d'une femme qui refusait de plier. Amélie, sentant le poids des regards, s'adressa au juge. « Monsieur le juge, je ne suis pas ici pour accuser, mais pour rappeler que la justice doit être aveugle, non pas sourde aux injustices. Je propose que cet incident serve de leçon, non seulement pour l'officier du bois, mais pour nous tous. » Ces mots, prononcés avec une clarté qui imposait le respect, firent naître des murmures d'approbation parmi les spectateurs. Une femme, assise au premier rang, une mère de famille est venue pour une affaire mineure, applaudit spontanément, bientôt rejointe par d'autres. Le juge Pierre, déstabilisé par cette entorse au protocole, ne les réprimanda pas. Il ajusta ses lunettes et répondit, « Shérif Ndiaye, vos paroles seront prises en compte. Cette cour ouvrira une enquête et examinera ses procédures. » Mais Amélie n'attendit pas que la cour reprenne son cours habituel. Elle savait que cet incident, bien qu'individuel, révélait une faille systémique, une tendance à juger sur les apparences plutôt que sur les faits. Elle quitta la salle d'audience, non pas avec triomphe, mais avec une détermination silencieuse, suivie par les regards admiratifs et les chuchotements des spectateurs. Dehors, dans le couloir orné de portraits de juges et de shérifs du passé, elle croisa Étienne, qui s'approcha timidement. « Shérif, je m'appelle Étienne Moreau. Je suis avocat et je crois en ce que vous faites. Si vous avez besoin d'aide pour réformer le système, je suis à votre disposition. » Amélie lui adressa un sourire discret. « Merci, monsieur Moreau. La justice a besoin de voix comme la vôtre. » Leur échange fut bref, mais il marqua le début d'une alliance qui allait bientôt porter ses fruits. Pendant ce temps, Camille, restée dans la salle, rangea son carnet et décida de creuser plus loin. Elle connaissait les rumeurs de comportements similaires dans la police locale, des incidents balayés sous le tapis par la hiérarchie. Elle envoya un message à un collègue journaliste. « Trouve-moi tout ce que tu peux sur les plaintes pour abus de pouvoir dans ce comté. » Elle savait que l'histoire d'Amélie n'était pas isolée, et elle était déterminée à la porter à la lumière. Jacques, de son côté,
fut escorté hors du tribunal par 2 huissiers, son uniforme semblant peser plus lourd que jamais. Dans une petite pièce réservée aux officiers, il s'assit, le visage enfoui dans ses mains. Les mots d'Amélie résonnaient dans son esprit, l'autorité ne se gagne pas par la force. Il se souvenait de son serment, prêté des années plus tôt, de protéger et de servir. Comment n'en était-il arrivé là? Il pensa à Camille, à leur enfance dans cette petite ville, aux leçons de leur père, un policier à la retraite, qui prenait l'ordre avant tout. Mais ce jour-là, Jacques commençait à comprendre que l'ordre sans justice n'était qu'une façade. À l'extérieur du tribunal, la nouvelle de l'incident se répandait comme une traînée de poudre. Les habitants, rassemblés sur les marches de pierre du bâtiment, échangeaient des récits de ce qu'ils avaient vu ou entendu. Une vidéo, filmée par un spectateur avec son téléphone, circulait déjà sur les réseaux sociaux, montrant Jacques saisissant le bras d'Amélie et son insigne étincelant révélé sous les lumières. Les commentaires en ligne fusaient, certains condamnant Jacques, d'autres louant le courage d'Amélie. Dans un café voisin, un groupe d'étudiants discutait avec animation. « C'est incroyable qu'un officier puisse agir ainsi sans vérifier, » dit l'un d'eux. « Elle n'a même pas haussé la voix, » répondit une autre, admirative. Amélie, consciente de l'agitation croissante, décida de s'adresser à la communauté. Elle organisa une conférence de presse improvisée sur les marches du tribunal, sous les regards curieux des passants et des caméras de télévision locales. Flanquée d'Étienne, qui avait insisté pour l'accompagner, elle parla avec une autorité calme mais inébranlable. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas seulement une erreur individuelle, mais un symptôme d'un problème plus profond. Nous devons construire une justice qui respecte chaque personne, quelle que soit son apparence ou son origine. À partir de demain, je lancerai une formation obligatoire contre les préjugés pour tous les officiers de ce comté. Une commission civile de supervision sera créée, composée de citoyens, de juristes et de leaders communautaires. Et les procédures internes seront rendues transparentes, avec des rapports publics trimestriels. Ces mots, précis et mesurés, furent accueillis par des applaudissements timides, puis plus confiants. Étienne, à ses côtés, nota mentalement chaque proposition, déjà prêt à rédiger des projets de règlement pour les soumettre au conseil municipal. Camille, présente parmi les journalistes, enregistra chaque parole, son esprit bouillonnant d'idées pour un article qui, elle l'espérait, secouerait la ville. Mais elle savait aussi que son frère serait au cœur de cette tempête. Elle pensa à lui, seul dans cette pièce, confronté à ses propres démons. Était-il capable de changer? Elle voulait y croire, mais une part d'elle craignait qu'il ne se retranche dans la défensive. Dans la salle d'audience, désormais vide, Claire rangeait ses dossiers, encore secouée par les événements. Elle avait toujours cru en l'institution, en son rôle de gardienne de l'ordre. Mais ce jour-là, elle avait vu comment l'ordre pouvait être perverti par le préjugé. Elle murmura à un collègue, « Cette shérif, elle ne reculera pas. » Son collègue acquiesça, pensif. Dehors, le soleil se couchait sur la petite ville, projetant des ombres longues sur les pavés. Amélie, en quittant les marches du tribunal, sentit le poids de sa responsabilité. Elle n'était pas seulement d'une shérif. Elle était un symbole, une voix pour ceux qui avaient été ignorés trop longtemps. Elle pensa à sa propre histoire, à ses années de service dans des commissariats où elle avait dû prouver sa valeur 2 fois plus que les autres. Ce jour-là, elle avait transformé une humiliation en une opportunité. Mais elle savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Dans les jours à venir, elle devrait affronter non seulement les résistances des institutions, mais aussi les doutes de ceux qui, comme Jacques, voyaient en elle une menace à leur vision du monde. Pourtant, elle était prête. Avec Étienne à ses côtés, Camille amplifiant sa voix à travers ses articles, et une communauté commençant à s'éveiller, Amélie savait que ce moment marquerait le début d'un changement profond, un changement qu'elle mènerait avec la même dignité qu'il avait porté dans cette salle d'audience. Les marches de pierre du tribunal, encore baignées par les dernières lueurs du crépuscule, semblaient vibrer sous l'écho des paroles d'Amélie Ndiaye. La vidéo de l'incident, capturée par un spectateur anonyme, s'était propagée comme une flamme sur les réseaux sociaux, suscitant un torrent de réactions à travers la petite ville française et au-delà. Les habitants, réunis dans les cafés, les salles communales et les églises, partageaient leur indignation face à l'arrogance de Jacques Dubois et leur admiration pour la dignité de la nouvelle shérif. Sur les écrans des smartphones, les images d'Amélie brandissant son insigne scintillant tournaient en boucle, accompagnées de commentaires enflammés, « Une leçon de justice », écrivait l'un,
il est temps que ça change, ajoutait un autre. Dans ce tourbillon, Amélie se tenait au centre, non pas comme une héroïne en quête de gloire, mais comme une femme déterminée à transformer une injustice en un levier pour le progrès. Elle savait que l'émotion brute ne suffisait pas. Il fallait des actions concrètes, des structures solides pour ancrer le changement. Ce soir-là, alors que les étoiles commençaient à percer le ciel, elle réunit une petite équipe dans son bureau modestement meublé au commissariat. Étienne Moreau, l'avocat passionné qui avait promis son soutien, et Camille Dubois, la journaliste dont l'article, publié dans le journal local, avait déjà fait trembler les fondations de la ville. Ensemble, ils esquissèrent un plan ambitieux, une formation obligatoire contre les préjugés pour tous les officiers, une commission civile de supervision, et des rapports publics trimestriels sur les plaintes et les sanctions. Amélie, avec sa clarté habituelle, fixa des délais précis, les modules de formation seront prêts d'ici la fin du mois. Le premier rapport sera publié dans 3 mois. Et la commission siégera avant la fin de l'année. Étienne, prenant des notes, hocha la tête avec enthousiasme, tandis que Camille, le regard brillant, voyait dans ses propositions le début d'une révolution discrète mais puissante. Pendant ce temps, Jacques, suspendu de ses fonctions, était confiné dans son petit appartement, son uniforme soigneusement plié dans un placard, comme un symbole d'un passé qu'il ne pouvait plus revendiquer. Il passait ses journées à ressasser l'incident, les mots d'Amélie résonnant dans son esprit. L'autorité se gagne par la justice. Il avait grandi dans une famille où l'ordre était une valeur cardinale, où l'uniforme inspirait le respect sans question. Mais maintenant, face à son reflet dans le miroir, il voyait un homme qui avait trahi son propre serment. Camille, sa sœur, lui rendit visite un soir, son carnet à la main, mais son regard plus doux qu'accusateur. « Jacques, dit-elle doucement, tu as une chance de changer. Pas seulement pour toi, mais pour tout le monde. » Il baissa les yeux, incapable de répondre, mais ces mots plantèrent une graine d'espoir dans son cœur tourmenté. À l'échelle de la ville, l'incident avait déclenché une vague de discussion. Dans une salle communale bondée, Amélie organisa une réunion publique, ouverte à tous. Les chaises pliées sous le poids des habitants, une mère célibataire, Aïssata, craignant que son fils adolescent ne soit victime de profilage, un ancien militaire, Michel, qui comprenait le poids d'un uniforme mais plaidait pour une justice plus humaine, une enseignante, Sophie, qui voulait que ses élèves grandissent dans une ville où la peur ne dictait pas les relations avec la police. Amélie écouta chaque témoignage, prenant des notes, hochant la tête, posant des questions. « Nous ne pouvons pas effacer le passé, dit-elle, mais nous pouvons construire un avenir où chacun se sent respecté. » Sa voix, calme mais assurée, apaisa les tensions, transformant la colère en dialogue. Aïssata, les larmes aux yeux, serra la main d'Amélie après la réunion. « Merci de nous écouter, murmura-t-elle. Michel, quant à lui, proposa de participer à la commission civile, offrant son expérience pour évaluer les pratiques policières. Camille, présente à la réunion, captura chaque moment dans son carnet, son article prenant forme comme un manifeste pour le changement. Quelques jours plus tard, son reportage, intitulé « Une shérif pour la justice », fut publié en première page. Il détaillait non seulement l'incident du tribunal, mais aussi les récits d'autres habitants ayant subi des abus similaires, souvent tus par crainte de représailles. L'article fit sensation, partagé massivement en ligne, attirant l'attention de médias nationaux. Des universitaires parisiens contactèrent Camille, proposant de collaborer à des études sur les préjugés dans les forces de l'ordre. Des élus locaux, d'abord réticents, sentirent la pression publique et commencèrent à soutenir les réformes d'Amélie. Une conseillère municipale, Madame Leclerc, annonça un projet d'ordonnance pour rendre la formation contre les préjugés obligatoire pour toute certification policière. Dans l'ombre, Jacques faisait face à une audience disciplinaire interne. Assis face à un panel d'officiers supérieurs, il écouta le récit de ses actions, chaque mot pesant comme une pierre. Lorsqu'on lui donna la parole, il se leva, la gorge nouée. « J'ai cru agir pour l'ordre, dit-il, la voix tremblante, mais j'ai oublié la justice. Je m'excuse auprès de Chérif Ndiaye et de tous ceux que j'ai offensés. » Son ton, sincère mais fragile, toucha certains membres du panel, mais Amélie, présente en tant que shérif, resta impassible. Elle accepta ses excuses d'un hochement de tête, mais ajouta : « Les mots ne suffisent pas, officier Dubois. La justice exige des actes. » Jacques, suspendu pour 3 mois,
fut assignée à un programme de rééducation, une première étape vers une possible rédemption. Pendant ce temps, la commission civile prenait forme. Amélie, avec l'aide d'Étienne, sélectionna un groupe diversifié, Aïssata, représentant les familles, Michel pour son expérience militaire, une avocate spécialisée en droits humains, Claire Dubois, aucun lien avec Jacques et Camille, et un pasteur local, Père Antoine, connu pour son engagement communautaire. Lors de leur première réunion, dans une salle communale décorée de fresques historiques, ils écoutèrent les témoignages des habitants sur les usages de la force policière. Amélie, assise au premier rang, prenait des notes, son insigne discrètement épinglé à sa veste. Chaque histoire, qu'il s'agisse d'un contrôle d'identité injustifié ou d'une interpellation brutale, renforçait sa détermination. Cette commission, déclara-t-elle, n'est pas là pour accuser, mais pour garantir que la justice soit équitable pour tous. Les membres hochèrent la tête, conscients de la responsabilité qui leur incombait. Dehors, la ville changeait. Les officiers, désormais formés aux préjugés inconscients, portèrent des écussons signalant leur engagement à respecter tous les citoyens. Les habitants, encouragés par les rapports publics d'Amélie, commençaient à signaler les abus sans crainte. Camille, devenue une voix influente, organisa des ateliers dans les écoles, où les jeunes discutaient de l'équité et du respect. Sophie, l'enseignante, intégra ces thèmes dans ses cours, inspirée par le courage d'Amélie. Même Jacques, bien que suspendu, commença à assister à des sessions de formation, écoutant les récits d'autres officiers et habitants. Un soir, dans un café, il croisa Michel, l'ancien militaire. « J'ai merdé », admit Jacques. Michel, posant une main sur son épaule, répondit « L'important, c'est ce que tu fais maintenant ». Ce moment, simple mais profond, marqua un tournant pour Jacques. La ville, autrefois divisée par la méfiance, commençait à se rassembler autour d'une vision commune. Amélie, lors d'une dernière réunion publique, parla avec la même clarté qu'il avait définie dans la salle d'audience. La justice n'est pas un privilège, mais un droit. Ensemble, nous pouvons la rendre réelle. Ces mots, repris par les journaux et les réseaux sociaux, devinrent un cri de ralliement. Les murs de chêne du tribunal, témoins de l'incident initial, semblaient désormais porter une nouvelle histoire, celle d'une communauté prête à se réinventer. Amélie, toujours calme, savait que le chemin serait long, mais chaque pas, une formation, un rapport, une conversation, était une victoire. La ville, éclairée par les lampadaires sous un ciel étoilé, respirait un air d'espoir, celui d'une justice enfin guidée par l'intégrité et la dignité. L'histoire d'Amélie Ndiaye, la nouvelle shérif confrontée à l'injustice dans une salle d'audience, résonne comme un puissant rappel de la force de la dignité face aux préjugés. Cette femme, avec son calme inébranlable et son intégrité, incarne une leçon universelle. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'uniforme ou la force brute, mais dans la capacité à défendre la justice avec courage et respect. Ce récit, profondément ancré dans une sensibilité française pour l'égalité et la justice sociale, m'a profondément touché par sa capacité à transformer une humiliation en un élan de réforme. L'attitude d'Amélie, refusant de céder à la colère tout en imposant son autorité par la raison, reflète une valeur chère à la culture française, la maîtrise de soi comme gage de crédibilité. Elle ne se contente pas de répondre à l'offense, elle ouvre un dialogue, prouvant que la justice n'est pas une vengeance, mais un processus collectif. Pour ma vie quotidienne, cette histoire m'enseigne l'importance de questionner mes propres préjugés. Comme Jacques, nous pouvons tous, sans le vouloir, juger autrui sur des apparences. Amélie m'inspire à écouter avant de juger, à vérifier avant d'agir, et à traiter chaque personne avec le respect qu'elle mérite, qu'elle porte un insigne ou non. Elle montre que le changement commence par des actes concrets, une conversation honnête, une remise en question ou un engagement communautaire. En France, où le débat sur l'égalité est vibrant, cette leçon s'applique à nos interactions quotidiennes, que ce soit au travail, dans la rue ou dans nos institutions. Être juste, c'est choisir l'empathie et la réflexion, même sous pression. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la pour amplifier son message. Cliquez sur « J'aime », partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune histoire qui éveille les consciences, et laissez un commentaire pour nous dire ce que cette leçon vous évoque. Ensemble, faisons entendre la voix de la justice et de la dignité.